La pluie incessante de novembre martelait les vitres du modeste café de Marie, dans le 15e arrondissement de Paris. Ses murs jaunis par le temps et ses tables en formica éraflées témoignaient de générations de réunions ordinaires, un lieu loin d'être le genre d'endroit que Victor Moncler aurait choisi. Pourtant, en cette soirée orageuse, le milliardaire quinquagénaire avait trouvé refuge ici. Vêtu d'un costume Armani sur mesure d'une valeur de 3000 € et jetant un coup d'œil à sa montre Patek Philippe plus précieuse que le revenu annuel de bien des gens, il détonnait au milieu du charme humble du café. La bague familiale en platine et diamant de Victor ne quittait jamais son doigt. Plus qu'un simple bijou, elle symbolisait l'empire qu'il avait patiemment bâti depuis la mort de son père, 25 ans plus tôt. Façonnée en or blanc, elle portait les armoiries des Moncler, un navire voguant vers des terres inconnues, encadré de délicats motifs floraux témoignant du savoir-faire des orfèvres du XVIIIe siècle. Il le fit tournoyer distraitement entre ses doigts, une habitude réconfortante chaque fois que ses pensées devenaient turbulentes. C'est alors qu'une jeune serveuse apparut à sa table, un simple carnet de commandes à la main. Ses cheveux châtains étaient tirés en arrière en un élégant chignon, et malgré son uniforme légèrement usé, elle rayonnait d'une dignité tranquille qui attirait le regard exercé de Victor. « Bonsoir, monsieur, dit-elle d'un ton calme et assuré. Que puis-je vous offrir ce soir ?» Victor leva les yeux de son téléphone et croisa ses yeux verts, brillants d'intelligence et de gentillesse, malgré la fatigue qui se lisait sur son visage. « Un café noir, sans sucre, s'il vous plaît, » répondit-il avec une chaleur inattendue, séduit par sa courtoisie naturelle dans un lieu aussi modeste. En se détournant, son regard s'arrêta sur l'éclat de sa bague. Elle se figea, les yeux écarquillés comme face à un fantôme. « Excusez-moi, monsieur, » balbutia-t-elle d'une voix tremblante. « Ma mère a une bague identique à la vôtre. » Victor fronça les sourcils. Comment une simple serveuse de café pouvait-elle posséder un bijou d'une telle rareté? Il se pencha. « Pardon, » demanda-t-il, incertain d'avoir bien entendu. « Je ne me trompe pas, » insista-t-elle. Les armoiries, le navire, les détails floraux, tout est identique. Sa confession le fit frissonner. Il avait toujours cru que sa bague était unique, forgée pour son arrière-arrière-grand-père Édouard Moncler en 1847 et transmise de génération en génération. « Ce doit être une erreur, mademoiselle, » dit-il fermement mais poliment. « Cette bague est un héritage familial unique et il n'en existe qu'un seul au monde. » Pourtant, elle secoua la tête avec conviction. « Non, monsieur. Ma mère porte le sien tous les jours, elle m'a dit qu'il venait de sa grand-mère et qu'il racontait l'histoire d'un marin courageux parti à la découverte de nouveaux mondes. » C'étaient les mots mêmes que son père avait employés pour décrire leur bague familiale. Le cœur battant, Victor demanda « Comment t'appelles-tu » ? « Camille Dubois », répondit la jeune femme, la voix tremblante sous son regard intense. « Ma mère s'appelait Marie-Claire Dubois. Depuis son remariage, elle s'appelle Marie-Claire Rousseau. » Victor parcourut son téléphone du bout des doigts, cherchant son nom, mais rien de pertinent n'apparut. Il déglutit difficilement. « Tu pourrais me montrer sa bague ?» Camille hésita, puis hocha la tête. « Elle habite à quelques rues d'ici. Je peux l'appeler, et elle viendra après la fermeture du café, vers 22h. » Victor regarda sa montre, 20h30. Il était censé être chez lui pour préparer une importante réunion avec des investisseurs japonais le lendemain matin. Mais il se surprit à dire « D'accord. J'attends. » Il tendit à Camille sa carte de visite reliée en cuir, de fabrication italienne et se rassit, l'esprit en ébullition. Elle lut la carte, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Vous êtes Victor Moncler ? L'homme qui a racheté Prestige Hôtel l'année dernière ?» Il afficha un sourire modeste. « Les journalistes exagèrent parfois, je ne suis qu'un homme d'affaires qui a eu de la chance. » Mais Camille ne s'y trompait pas. En retournant à son travail, il la regarda se faufiler entre les tables, calme au milieu de l'agitation du café, servant chaque client avec une chaleur indéfectible. Dans son élégance simple aussi différente des femmes raffinées et souvent superficielles de son monde, il y avait quelque chose d'authentique qui le touchait d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. À 21h45, les derniers clients partirent. Camille commença à remettre les tables en place, jetant des regards nerveux à Victor, qui sirotait son troisième café, l'impatience et la terreur battant à tout rompre. « Ma mère devrait arriver d'une minute à l'autre, » dit-elle en s'essuyant les mains sur son tablier. « Quand je lui ai parlé de ta bague. » Sa voix s'éteignit. À 22h précises, la porte du café s'ouvrit et une femme d'une soixantaine d'années, à l'allure élégante, entra.
Marie-Claire Rousseau avait les cheveux aux mèches argentées et portait un fin manteau de laine noire, le temps avait affiné sa beauté et son allure. Son regard, d'un vert profond et vitreux comme celui de Camille, se posa sur Victor avec un mélange de curiosité et d'appréhension. « Maman » murmura Camille en la serrant dans ses bras. « Voici Monsieur Moncler. » Victor se leva respectueusement. « Madame, votre fille m'a dit que vous possédiez une bague identique à la mienne. » Marie-Claire lui prit la main et le regarda dans les yeux avec une intensité silencieuse. « Puis-je voir la vôtre d'abord ?» Il tendit la main droite et elle inspecta les bras Moncler, les yeux embués de larmes. « Mon Dieu » murmura-t-elle, « c'est exactement pareil. » Les doigts tremblants, elle sortit de son sac à main usé une petite boîte en velours rouge. À l'intérieur se trouvait l'image miroir de l'héritage de Victor, le même or blanc, les mêmes diamants, le même navire et les mêmes motifs floraux. Les jambes de Victor faillirent céder sous lui. « Impossible » murmura-t-il. Camille fixait les deux bagues, essoufflée. « Elles sont parfaitement identiques, comment est-ce possible ?» Marie-Claire s'assit, serrant tendrement sa bague dans ses bras. « Elle est dans ma famille depuis des générations » dit-elle doucement mais fermement. « Ma grand-mère m'a dit qu'elle avait été fabriquée pour notre Édouard Moncler en 1847. »« Édouard Moncler » répéta Victor, incrédule. « C'était mon arrière-arrière-grand-père. » Elle le regarda avec des yeux tristes et chargés de secrets. « Parce qu'il était aussi à moi, monsieur. Édouard Moncler était aussi mon arrière-arrière-arrière-grand-père. » Le silence qui suivit cette révélation fut assourdissant. Victor fixa Marie-Claire comme s'il la voyait pour la première fois, cherchant désespérément sur son visage quelque chose n'importe quoi qui pourrait confirmer ou infirmer cette affirmation stupéfiante. « Tu veux dire que nous pourrions être de la même famille » demanda-t-il d'une voix creuse. Marie-Claire hocha lentement la tête. « Je le crois. Mais l'histoire est complexe, et certains secrets de famille ont été soigneusement cachés pendant des décennies. » Elle prit une grande inspiration avant de poursuivre. Mon arrière-arrière-grand-père, Charles Moncler, était le frère cadet d'Édouard. En 1852, ils se disputèrent violemment l'héritage familial et la direction de notre entreprise. Charles quitta la France pour l'Amérique, emportant avec lui sa part de succession, dont l'une des deux bagues forgées par notre père. Victor écoutait, fasciné. Je n'ai jamais entendu parler d'un frère. Tous les disques que j'ai vus présentent Édouard comme un enfant unique. Marie-Claire sourit tristement. Les familles bourgeoises du XIXe siècle protégeaient jalousement leur réputation. Après le départ de Charles, Édouard effaça toute trace de lui des archives familiales. Il ne supportait pas que son frère ait osé le défier. Elle marqua une pause, caressant sa propre bague du doigt. Charles s'est installé au Québec, au Canada, a pris le nom de Dubois et a commencé une nouvelle vie. Dubois, c'est mon nom de jeune fille, Marie-Claire acquiesça. Charles Dubois, anciennement Charles Moncler, était mon arrière-arrière-grand-père. Il a épousé une franco-canadienne, Marguerite Beaulieu, et ils ont eu 3 enfants. Le plus jeune, mon grand-père Henri, est rentré en France en 1920 après avoir rencontré ma grand-mère, Élisabeth, en permission à Paris. Victor passa une main dans ses cheveux, absorbant la nouvelle. Alors, on serait cousins au 5e degré. Marie-Claire fit un rapide calcul. Techniquement, oui. Nos arrière-arrière-grands-pères étaient frères. Camille, qui avait écouté en silence, prit la parole pour la première fois. « C'est pourquoi j'ai reconnu ta bague » dit-elle à Victor. « Maman disait toujours que notre famille avait du sang noble, mais nous n'en avons jamais su l'origine. » Victor regarda Camille d'un œil neuf. Cette jeune femme simple qui servait le café dans un modeste café parisien était sa parente, issue de la même lignée de marchands et d'aventuriers qui avaient bâti la fortune familiale sur des mers lointaines. « Avez-vous d'autres preuves » demanda-t-il à Marie-Claire. Elle fouilla dans son sac et en sortit une photo noire et blanc jaunie. Voici Charles Moncler, prise à Québec en 1855. Victor revit la même mâchoire carrée, le même regard intense, la même allure fière qu'il avait héritée. Et voici, ajouta Marie-Claire en dépliant un document soigneusement conservé, son acte de naissance de Paris, en 1825. Il désigne François Moncler comme son père et confirme Charles comme le frère cadet d'Édouard. Victor examina les sceaux officiels et l'élégante écriture du XIXe siècle. Comment avez-vous préservé tout cela? Ma grand-mère était méticuleuse, explique Marie-Claire. Elle comprenait l'importance de notre histoire, même ses moments douloureux. Elle m'a tout confié avant de mourir, me faisant promettre de ne jamais oublier nos véritables origines.
Camille et Victor échangèrent un regard stupéfait. Alors, on est vraiment une famille, demanda Camille. Victor sourit, l'émotion dans les yeux. On dirait que oui. Cousin au 5e degré, mais cousin quand même. Il se tourna vers Marie-Claire avec respect. Madame Rousseau, viendriez-vous chez moi demain? J'aimerais vous montrer mes archives familiales. Ensemble, nous pourrons peut-être reconstituer notre histoire. Marie-Claire accepta avec joie. J'ai toujours rêvé de connaître la suite de l'histoire d'Édouard et pourquoi cette dispute avait été si âpre. En quittant le café sous le ciel nocturne parisien, Victor réalisa que cette soirée avait transformé sa vision du monde. Persuadé de n'avoir plus de famille proche après la mort de ses parents, il avait découvert un cousin et quelque chose de plus, l'occasion de reconnecter son vaste empire aux valeurs humaines qu'il avait longtemps négligées. Demain matin, alors, dit-il en embrassant Camille et Marie-Claire avec une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Cette nuit-là, Victor resta éveillé dans son imposant hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine, penché sur des lettres et des actes notariés oubliés du XIXe siècle. Parmi eux, une lettre d'Édouard Montclerc, furieux contre la position morale de son frère envers les marchands d'esclaves avec lesquels il faisait affaire. Charles, homme de principe, avait choisi l'exil plutôt que de compromettre son éthique et ce choix avait brisé leur famille à jamais. Victor ferma la lettre, troublé par les ombres planant sur l'héritage de son ancêtre. Le lendemain matin, à 10 heures précises, Marie-Claire et Camille arrivèrent à son hôtel particulier du XVIIIe siècle, élégamment restauré, et un nouveau chapitre de leur histoire commune commença. Le majordome les accueillit chaleureusement. « Bienvenue chez moi », dit-il avec une chaleur sincère. Il les conduisit dans son bureau, une pièce spacieuse dont les murs étaient tapissés de livres anciens et de documents historiques soigneusement conservés. « J'ai fait des découvertes intéressantes hier soir », ajouta-t-il en dépliant une lettre usée d'Édouard. Marie-Claire balaya le parchemin et le lut avec intérêt, ses yeux pétillaient tandis qu'elle murmurait « C'est exactement ce que ma grand-mère m'a dit. » Charles, homme aux principes inébranlables, n'a jamais supporté l'idée de tirer profit de la souffrance humaine. Marie-Claire sortit de son sac une autre lettre, rédigée par Charles lui-même depuis Québec. Adressée à son épouse, Marguerite, elle déclarait en termes clairs et résolus « Je ne pouvais plus fermer les yeux sur les agissements de mon frère. L'argent ne vaut rien s'il est gagné au détriment de la dignité humaine. » Victor sentit ces mots le toucher profondément. Il resta un long moment assis en silence, le souvenir de ses propres doutes moraux remontant à la surface. Puis, avec un soupir, il avoua « Tu sais, je pense que Charles avait raison. Il y a eu des moments dans ma carrière où j'ai pris des décisions uniquement motivées par le profit, sans réfléchir à leur impact humain. » Il fixa Camille d'un regard fixe. « C'est pourquoi ton arrivée dans mon entreprise est si importante, tu peux m'aider à suivre l'exemple de Charles plutôt que celui d'Édouard. » Camille sourit modestement. « Je ferai de mon mieux, Victor. Mais je crois que tu as déjà une conscience plus développée que tu ne le penses, sinon tu n'aurais pas créé ce poste pour améliorer les conditions de travail de tes employés. » Ils passèrent ensuite le reste de la matinée à reconstituer leur arbre généalogique commun, tissant documents et souvenirs de chaque branche. Ils découvrirent que Charles avait 3 enfants au Canada, Henri, le grand-père de Marie-Claire, Marie-Françoise et Jean-Baptiste. Henri était rentré en France après la guerre, tandis que ses frères et sœurs étaient restés au pays et avaient fondé leur propre famille. « On a probablement des cousins au Québec, » dit Camille, la voix pleine d'excitation. Victor se fit un devoir de se renseigner sur ces branches canadiennes plus tard dans l'après-midi. Après le déjeuner, Victor emmena Camille visiter le siège social de Montclerc, un imposant bâtiment de style ottoman près de l'opéra. En parcourant les étages, Camille sentit une atmosphère tendue, les employés semblaient stressés, parlaient peu et les équipes semblaient déconnectées. « Je comprends maintenant pourquoi il faut quelqu'un pour remonter le moral, » a-t-elle observé. Les gens ici semblent malheureux. Victor hocha tristement la tête. Je me suis tellement concentré sur les résultats financiers que j'ai négligé l'aspect humain et exactement l'erreur qu'Édouard a commise et que Charles a refusé de commettre. Camille a immédiatement commencé à noter des idées, créer des espaces de détente, organiser des réunions d'équipe plus conviviales, mettre en place un système de reconnaissance du mérite au-delà des chiffres de vente et proposer des formations pour favoriser le bien-être au travail. Ces changements demanderont du temps et de l'investissement, a-t-elle averti. Êtes-vous prêt à subir une baisse temporaire de productivité pendant la réorganisation? Victor la regarda avec admiration. En quelques heures seulement, elle avait identifié les problèmes clés et proposé des solutions concrètes. Faites ce que vous jugez nécessaire, dit-il sans hésiter. L'argent ne fait pas tout, je préfère avoir des employés heureux et motivés,
même si cela coûte plus cher à court terme. Ce soir-là, Victor, Camille et Marie-Claire dînèrent ensemble dans un restaurant discret du 16e arrondissement. Loin du protocole habituel, Victor se sentit véritablement chez lui pour la première fois depuis des années. Au dessert, il se tourna vers Marie-Claire. « J'ai une proposition à vous faire, dit-il. J'aimerais vous engager comme consultant historique pour mon entreprise. Vous pourriez m'aider à documenter l'histoire complète de nos familles et à constituer des archives dignes de ce nom. » Marie-Claire, récemment retraitée de l'enseignement, rayonnait. « Ce serait un honneur. J'ai toujours aimé faire des recherches sur l'histoire familiale. » 3 mois plus tard, les changements dans l'entreprise de Victor étaient tout simplement spectaculaires. Sous la direction de Camille, l'ambiance de travail s'est considérablement améliorée, des forums hebdomadaires ont permis à chaque employé de s'exprimer, un programme de mentorat a jumelé les anciens et les nouveaux, des événements sociaux ont renforcé les liens d'équipe, et la formation continue est devenue la norme. Loin de subir une baisse de productivité, la production de l'entreprise a progressé de 15%, les employés s'investissant davantage dans leur travail. Entre-temps, les recherches archivistiques de Marie-Claire ont permis de découvrir des descendants de Charles vivant au Canada. Elle a contacté plusieurs d'entre eux, et de véritables retrouvailles familiales ont commencé, des branches de France et du Canada ont échangé des anecdotes, des photos et des souvenirs. « Nous prévoyons un grand rassemblement familial à Québec l'année prochaine, annonça-t-elle un soir. Tous les descendants de Charles et d'Édouard se retrouveront enfin, après plus d'1 siècle et demi de séparation. » Victor se sentit transformé par cette nouvelle énergie familiale. L'homme froid et calculateur qu'il était autrefois cédait la place à quelqu'un de plus humain et accessible. Ses employés le remarquèrent également, il n'était plus un patron distant et intimidant, mais un leader sincèrement soucieux de leur bien-être. La nouvelle du « nouveau Victor Monclerc » se répandit dans les milieux d'affaires parisiens avec curiosité et respect. Par un matin neigeux de février, Victor reçut un appel inattendu à son bureau. Une femme à l'accent québécois prononcé lui dit « Monsieur Monclerc ? Je suis Isabelle Dubois-Monclerc de Montréal. Marie-Claire Rousseau m'a donné votre numéro, je crois que nous sommes de la même famille. » Le cœur de Victor s'emballa, il espérait secrètement que d'autres proches se manifesteraient depuis le début des recherches généalogiques de Marie-Claire. « Bonjour, Isabelle, dit-il chaleureusement. Marie-Claire a bien parlé de toi. Tu es l'arrière-petite-fille d'Henri Dubois, n'est-ce pas? Exactement, confirma Isabelle. Je suis également avocate spécialisée en droit des successions, et j'ai des nouvelles qui vous intéresseront. Intrigué, Victor se pencha en avant. En faisant des recherches sur notre famille, poursuivit Isabelle après un soupir, j'ai découvert que Charles Monclerc avait laissé un testament au Canada. Il y léguait une partie de sa fortune à tous ses descendants, y compris ceux de la branche française, mais à une seule condition, que les deux branches se réconcilient officiellement. Victor était stupéfait. Tu veux dire que Charles a organisé une possible réunion entre les familles? Oui, répondit Isabelle. Il espérait que ses descendants et la lignée d'Édouard surmonteraient un jour la querelle qui divisait les frères. Le testament stipule que si un descendant de chaque branche se réunit et signe une réconciliation officielle devant notaire, l'héritage pourra être partagé équitablement. Ému par cette révélation, Victor murmura, quel est le montant de l'héritage? Avec des intérêts composés sur plus de 50 ans, répondit Isabelle, cela représente environ 15 millions de dollars canadiens. Mais ce n'est pas le plus important, Charles a également ordonné la création d'une fondation familiale pour aider les personnes dans le besoin. Il voulait que sa fortune rachète les erreurs du passé et favorise la justice sociale. Victor sourit à cette pensée. Charles avait vraiment été un homme remarquable, guidé par des valeurs que Victor redécouvrait en lui-même. Que devons-nous faire pour officialiser cette réconciliation, demanda-t-il. Tu devrais venir au Canada avec Marie-Claire et Camille, suggéra Isabelle. Nous organiserons une cérémonie officielle avec tous les proches que nous avons retrouvés. Ce sera l'occasion de signer l'acte de réconciliation et d'accueillir l'héritage spirituel que Charles nous a laissé. Victor accepta aussitôt, nous viendrons dès que possible, cette réconciliation compte plus pour moi que vous ne pouvez l'imaginer. Après avoir raccroché, il appela Camille et Marie-Claire sans tarder pour leur annoncer la nouvelle. Les deux cousines étaient aussi émues et enthousiastes que lui à cette perspective. 2 semaines plus tard, Victor, Camille et Marie-Claire embarquaient à bord d'un avion pour Montréal. C'était le premier voyage de Victor sans rapport avec les affaires depuis des années, et il ressentait l'innocence et l'excitation d'un enfant impatient d'explorer le pays où Charles avait refait sa vie. À l'aéroport de Montréal, ils furent accueillis par Isabelle,
une femme chaleureuse d'une quarantaine d'années aux cheveux auburn et au regard pétillant d'intelligence. « Bienvenue dans la famille », dit-elle en embrassant ses cousins français. « J'ai organisé un dîner ce soir avec tous les Charles que j'ai pu contacter. Vous rencontrerez des gens extraordinaires. » Le dîner s'est tenu dans une auberge historique du Vieux-Québec. Victor a été frappé par la diversité et la passion des personnes rencontrées. Jean-Pierre Dubois, médecin philanthrope gérant une clinique gratuite pour les personnes démunies, Sophie Moncler-Beaulieu, peintre de renommée internationale, et Marc Dubois, professeur d'université spécialisé en histoire canadienne. Chacun portait en lui une part de l'idéalisme de Charles. « Notre ancêtre serait fier de ce que ses descendants sont devenus », a trinqué Jean-Pierre en levant son verre. « Nous avons tous hérité de ses valeurs de justice et de compassion. » Au cours du repas, Victor apprit des vérités fascinantes sur la vie de Charles au Canada. Plutôt que de succomber à l'amertume après sa brouille avec son frère, Charles avait utilisé sa fortune pour aider les immigrants français à s'installer au Québec. Il finança des écoles et des hôpitaux, et s'engagea en politique locale pour défendre les personnes marginalisées. Il est devenu un pilier respecté de la société québécoise, expliqua Marc. Il y a même une rue qui porte son nom à Québec. Profondément ému, Victor réalisa que Charles avait trouvé un moyen de donner un véritable sens à sa richesse, contrairement à Édouard, qui l'avait simplement thésaurisé. Le lendemain, la cérémonie de réconciliation eut lieu dans le cadre grandiose et chaleureux du Fairmont le Château Frontenac. Isabelle avait fait appel à un notaire bilingue pour officialiser la réunion des branches de Montclair. Victor et Marie-Claire, représentant la partie française, signèrent le document aux côtés de leurs proches canadiens. Par cet acte, déclara solennellement le notaire, nous réconcilions officiellement les familles d'Édouard et de Charles Monclair, mettant fin à une querelle vieille de 173 ans. Un tonnerre d'applaudissements emplit la salle, et Victor ressentit une profonde émotion. Par la suite, Isabelle remit à Victor et Marie-Claire les clés d'un coffre-fort contenant les dernières volontés de Charles. À l'intérieur, ils découvrirent les documents financiers de la succession, ainsi qu'une lettre personnelle adressée à « mes descendants et à ceux de mon frère Édouard, lorsque la paix sera enfin revenue dans notre famille. » D'une voix tremblante, Victor lut à voix haute les mots d'amour de Charles pour son frère et ses supplications pour que les générations futures apprennent de leurs erreurs et utilisent cet héritage pour bâtir un monde plus juste et plus fraternel. La lettre détaillait la vision de Charles pour une fondation internationale portant les noms des deux frères, la Fondation Édouard et Charles Monclair pour la justice sociale destinée à financer l'éducation, aider les plus démunis et favoriser la réconciliation au sein de communautés divisées. Votre mission, écrivait Charles, est de panser les blessures du passé et de construire des ponts là où se dressaient autrefois des murs. Au cours des jours suivants, la famille élargie visita les lieux chers à Charles au Québec. Au cimetière historique de Sainte-Foy, ils se réunirent devant sa simple pierre tombale portant l'inscription « Charles Monclair dit Dubois, 1825-1895, homme vertueux et père aimant ». Victor déposa des fleurs et offrit ces mots de pardon posthume. « Charles, au nom de tous les descendants d'Édouard, je te demande pardon pour l'injustice que tu as subie. L'histoire t'a donné raison. » Les larmes aux yeux, Camille promit, nous poursuivrons ton œuvre et honorons ta mémoire. De retour en France, Victor s'investit pleinement dans la création de la fondation. Il y investit non seulement l'héritage de Charles, mais aussi une part importante de sa propre fortune. Camille en devint la directrice générale, parfaitement à sa place par sa compassion et sa conscience sociale, tandis que Marie-Claire fut nommée présidente d'honneur, préservant l'histoire familiale et transmettant les valeurs de réconciliation aux jeunes générations. Les premiers projets de la Fondation ont financé la rénovation d'écoles dans des quartiers défavorisés, des bourses pour les jeunes défavorisés, un refuge pour les sans-abri et un programme de médiation familiale. Mais Victor rêvait plus grand, il souhaitait que la Fondation serve de modèle international de réconciliation et de justice sociale. Nous avons vécu nos propres retrouvailles familiales miraculeuses, disait-il souvent dans ses discours. Il est désormais de notre devoir d'aider d'autres familles, communautés et nations à surmonter leurs divisions. La transformation personnelle de Victor a rapidement eu des répercussions sur son entreprise. Monclair Industries a adopté des politiques sociales et environnementales pionnières, intéressement des salariés, fonds de formation continue et partenariat exclusivement avec des fournisseurs éthiques. Mon arrière-arrière-grand-père Édouard a bâti cette entreprise sur des bases douteuses, explique Victor. Il est temps de la reconstruire sur la base des nobles valeurs de Charles. Les médias français s'en sont rapidement rendus compte. L'Express a publié un long portrait intitulé La métamorphose d'un milliardaire, relatant la réconciliation familiale de Victor et sa rencontre avec Camille. Tout a commencé par une simple remarque d'une serveuse dans un petit café parisien, a-t-il confié au journaliste.
Ce moment a changé ma vie plus profondément que n'importe quel succès professionnel. L'article a eu un large écho, valu à Victor des invitations pour des conférences sur la réconciliation familiale, l'entrepreneuriat responsable et la transformation personnelle, des sujets particulièrement sensibles pour les entrepreneurs qui, comme lui, ont un jour perdu de vue les valeurs humaines fondamentales. Il n'est jamais trop tard pour changer, disait-il. Nous avons tous le pouvoir de nous transformer et de transformer le monde qui nous entoure. Un an après la cérémonie de Québec, Victor reçut une surprise qui allait changer sa vie. Camille, devenue comme une sœur pour lui annonça qu'elle attendait un enfant. Le père était David, un jeune médecin rencontré lors d'un gala de charité organisé par la Fondation. « Je voulais que tu sois le premier informé, dit-elle, les larmes aux yeux. Tu es la personne la plus importante de ma vie. » Profondément touché, Victor demanda, « Me permettras-tu d'être le parrain de cet enfant ?» Camille sourit à travers des larmes de joie. « J'espérais que tu le ferais. » À la naissance du petit Charles Dubois, prénommé en l'honneur de leur ancêtre réconciliateur, toute la famille s'est réunie pour célébrer. En tant que parrain, Victor a prononcé un discours émouvant, promettant de transmettre l'héritage d'unité et de compassion inculqué par Édouard et Charles Moncler. Charles Moncler tenait doucement le nourrisson endormi dans ses bras, les yeux brillants d'espoir et de promesse. « Tu es l'avenir de notre famille », murmura-t-il d'une voix douce et convaincue. « Tu grandiras dans un monde où l'amour a triomphé de la division, où la réconciliation a guéri les blessures les plus profondes. » 5 ans plus tard, la Fondation Édouard et Charles Moncler était devenue l'une des organisations philanthropiques les plus respectées d'Europe. Elle avait financé la construction de dizaines d'écoles, soutenu des milliers de familles en difficulté et soutenu de nombreux projets de réconciliation dans des zones de conflit. Victor, aujourd'hui âgé de 58 ans, avait trouvé l'équilibre parfait entre ses activités commerciales et son engagement humanitaire. Il était en paix, entouré d'une famille aimante, unie par des valeurs communes. Leur histoire de pardon a même été portée au cinéma. Le film français Les Deux Bagues, réalisé par un cinéaste célèbre, a connu un succès retentissant. Victor avait collaboré étroitement avec eux sur le scénario, insistant sur le fait que le message central devait rester clair, l'amour et la compréhension peuvent surmonter toute division, aussi ancienne ou profondément ancrée soit-elle. Lors d'une interview télévisée, Victor a réfléchi aux leçons qu'il avait apprises. « J'ai découvert qu'on n'est jamais vraiment seul », a-t-il déclaré. Même lorsqu'on a l'impression de ne plus avoir de famille, il y a toujours quelqu'un qui partage notre histoire, nos racines. J'ai aussi appris que la richesse n'a de valeur que lorsqu'elle améliore la vie des autres. Surtout, il n'est jamais trop tard pour changer, pour devenir la personne que l'on a toujours voulu être. Pour son 60e anniversaire, Victor donna une grande réception dans sa propriété de Neuilly, où chaque branche de la famille élargie était représentée. Marie-Claire, devenue comme une mère pour lui, Camille et sa famille grandissante, et même des cousins éloignés récemment découverts en Louisiane et en Belgique. En levant son verre, Victor contempla leurs visages souriants. « Mes chers amis, ma famille bien-aimée, commença-t-il, il y a 6 ans, j'étais un homme solitaire, accablé par le travail et coupé de tout contact humain. Aujourd'hui, grâce à une serveuse courageuse et à une simple bague, je suis entouré d'amour et j'ai trouvé le vrai sens de la vie. » Il marqua une pause, regardant Camille de l'autre côté de la pièce, berçant le petit Charles, maintenant âgé de 5 ans. Nous avons appris que la plus grande révolution commence souvent par le geste le plus simple, la rencontre la plus inattendue. Notre héritage le plus précieux ne se mesure pas en euros ou en dollars, mais se transmet de cœur à cœur, de génération en génération. La célébration s'est poursuivie tard dans la soirée, les enfants riaient dans le jardin, les adultes partageaient des souvenirs et des projets pour l'avenir, et Victor se sentait profondément heureux d'avoir retrouvé la chaleur de la famille qu'il pensait autrefois perdue à jamais. Peu avant minuit, alors que les derniers invités se disaient au revoir, Camille s'approcha de Victor avec un sourire mystérieux. Elle lui tendit un paquet élégamment emballé. Curieux, il l'ouvrit et découvrit un livre relié en cuir intitulé La famille Moncler, de la division à la réconciliation. Marie-Claire l'a écrit, avec l'aide d'Isabelle, expliqua Camille. Elle a consigné toute notre histoire, des origines à aujourd'hui. C'est notre cadeau pour ton anniversaire et notre testament pour les générations à venir. Victor feuilleta les pages, ému par les photographies, les documents et les témoignages de toutes les branches de la famille. La dernière page portait une dédicace collective à Victor, l'homme qui a ouvert son cœur et transformé une rencontre fortuite en un miracle familial, notre plus profond amour et notre plus profonde gratitude. Cette nuit-là, il ne put dormir. Il relut le récit de Marie-Claire,
s'émerveillant de voir comment une querelle entre deux frères au XIXe siècle avait pu se transformer en un récit de réconciliation au XXIe siècle. Le lendemain matin, Victor prit la décision qui allait clore ce chapitre extraordinaire, il léguerait l'intégralité de sa fortune à la Fondation Édouard et Charles Moncler, ne gardant que le nécessaire pour vivre confortablement, mais sans ostentation. L'argent n'a jamais été mon objectif, confia-t-il à son notaire quelques jours plus tard. Ce n'est qu'un moyen de construire quelque chose de plus grand que moi. Maintenant que j'ai trouvé ma vraie famille et ma raison d'être, je peux quitter ce monde en sachant que mon héritage est entre de bonnes mains. La nouvelle de son don sans précédent se répandit dans le monde entier, inspirant d'autres philanthropes à lui emboîter le pas. Le phénomène Moncler des milliardaires faisant don de leur fortune de leur vivant à des causes humanitaires devint une tendance forte. Victor lui-même demeura malgré lui une figure emblématique de cette nouvelle philanthropie, démontrant que réussite économique et engagement social ne sont pas incompatibles. Aujourd'hui, à 65 ans, Victor Moncler dirige toujours ses entreprises avec la même énergie qu'auparavant, mais guidé par des valeurs radicalement différentes. La Fondation Édouard et Charles Moncler est devenue une référence internationale, et l'histoire de sa famille est même étudiée dans les universités comme un parfait exemple de réconciliation réussie. Camille, aujourd'hui mère de 3 enfants, continue de diriger la Fondation avec un dévouement admirable, perpétuant l'esprit de compassion et de justice incarné par son ancêtre Charles. Marie-Claire, septuagénaire mais toujours aussi passionnée, continue de retracer de nouvelles branches de l'arbre généalogique, découvrant récemment des parents en Australie et en Argentine. 10 ans se sont écoulés depuis cette soirée pluvieuse qui a transformé la vie de Victor. Le petit café où tout a commencé est aujourd'hui un lieu de pèlerinage pour ceux qui connaissent l'histoire légendaire des Moncler. Madame Dubois, l'ancienne propriétaire, a pris sa retraite et a transmis l'affaire à sa nièce, mais elle conserve chaque article et témoignage exposé. Les murs du café sont désormais ornés de photographies de la famille Moncler Dubois réunie, créant une galerie émouvante pour tous les visiteurs. À 75 ans, Victor est en semi-retraite pour se consacrer pleinement à sa famille et à la fondation. Ses cheveux sont blancs comme neige, mais ses yeux brillent encore de la gentillesse et de la sagesse qu'il a cultivée au fil des ans. Il passe ses matinées à répondre personnellement aux lettres de remerciement qui affluent à la fondation et ses après-midi à jouer avec ses petits-enfants adoptifs, les enfants de Camille qu'il aime comme les siens. Par un matin de printemps radieux, Victor reçut un appel qui allait une fois de plus transformer sa compréhension de l'histoire familiale. « Monsieur Moncler », dit une voix au doux accent espagnol, « je suis Eduardo Monclar, de Buenos Aires. Je crois que nous partageons plus qu'un simple nom de famille. » Intrigué, Victor se pencha en avant sur sa chaise. Pendant une décennie, Marie-Claire avait retracé de nombreuses branches familiales à travers le monde, mais l'Argentine était encore un territoire inconnu. « Bonjour, Eduardo, répondit Victor chaleureusement. Comment puis-je vous aider? Ma famille conserve des documents depuis des générations, poursuivit Eduardo, mentionnant un troisième fils de François Moncler, Antoine, qui aurait quitté la France en 1820, en route pour l'Argentine, Victor sentit son cœur battre la chamade. Un troisième frère, cette révélation éclipsa même la découverte de Charles. Avez-vous la preuve de cette lignée? Demanda-t-il, luttant pour rester calme. Oui, répondit Eduardo. Je possède l'acte de naissance d'Antoine Moncler né en 1800, son passeport argentin et de nombreuses lettres qu'il a écrites à nos parents depuis Buenos Aires. Cette découverte surprenante relança aussitôt les recherches généalogiques de Marie-Claire. Âgée de 80 ans, mais toujours passionnée, elle reçut par courrier tous les documents numérisés, dont l'authenticité ne faisait aucun doute. Antoine Moncler était bien le frère aîné d'Édouard et de Charles, il avait quitté la France très jeune pour tenter sa chance en Argentine. Comment se fait-il qu'on n'ait jamais entendu parler de lui? Demanda Victor à Marie-Claire lors de leur réunion hebdomadaire de fondation. Antoine était le rebelle de la famille, expliqua-t-elle après avoir étudié les lettres d'Eduardo. Il nourrissait des idées révolutionnaires pour son époque, aspirant à la liberté et à l'aventure. Ses parents, François et Marguerite Moncler, étaient des bourgeois conservateurs qui ne supportaient pas ses idées progressistes. Alors, à 20 ans, il partit pour l'Argentine, et la famille fit comme s'il n'avait jamais existé. Victor était captivé par cette nouvelle pièce du puzzle familial. Qu'est-il devenu en Argentine? Marie-Claire sourit en feuilletant les journaux. Il a fondé une estancia, un vaste ranch de bétail dans la région de la Pampa, spécialisé dans l'élevage. Mais le plus remarquable, c'est qu'il a aussi créé la première école gratuite pour les enfants d'ouvriers agricoles. C'était un visionnaire, tout comme Charles, mais dans une veine différente. Camille, aujourd'hui âgée de 45 ans et mère de 4 enfants,
a immédiatement proposé un voyage en Argentine pour rencontrer Eduardo et explorer l'héritage d'Antoine. Nous ne pouvons pas laisser cette branche de la famille sombrer dans l'oubli, a-t-elle déclaré. Si Antoine a fondé une école, c'est qu'il partageait certainement les valeurs de Charles, nous devons honorer sa mémoire. Enthousiaste pour son âge, Victor accepta sans réserve. 3 mois plus tard, Victor, Camille, Marie-Claire et le jeune Charles, alors âgé de 15 ans et passionné d'histoire, embarquèrent pour Buenos Aires. Eduardo les accueillit à l'aéroport, entouré d'une impressionnante délégation de cousins argentins, tous descendants d'Antoine. L'air de famille était frappant, même allure fière, même regard perçant, même élégance naturelle. Bienvenue dans la famille argentine, dit Eduardo en serrant Victor dans ses bras. Nous attendions ces retrouvailles depuis que mon grand-père nous a raconté l'histoire d'Antoine. Le lendemain, ils visitèrent l'Estancia San Antonio, fondée par Antoine en 1825. La maison principale, de style colonial espagnol, avait été soigneusement préservée par ses descendants. Dans le grand salon, un portrait d'Antoine était accroché au-dessus de la cheminée. Victor fut frappé par la ressemblance, Antoine avait les traits de son père et cette expression déterminée, mais ses yeux brillaient d'une douce humanité qui rappelait Charles à Victor. Il était apprécié ici, expliqua Eduardo. On l'appelait Don Antonio el Bueno le Bon. La visite de l'école fondée par Antoine fut particulièrement émouvante. Agrandie au fil des décennies, elle accueillait désormais plus d'1 millier d'élèves et comptait parmi les meilleures écoles publiques de la province. Dans la cour se dressait une statue d'Antoine, commémorant son rôle de fondateur, dont l'inscription en espagnol et en français disait « Antoine Moncler, 1800-1878, visionnaire qui croyait que l'éducation est le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à un enfant. » Victor a déposé une couronne au pied de la statue et a prononcé des paroles sincères. « Antoine, au nom de notre famille réunie, nous te remercions d'avoir éclairé le chemin puisse tes descendants français, canadiens et argentins poursuivre ton œuvre. » Puis Eduardo révéla une surprise qu'il avait gardée pour la fin. Antoine a laissé un testament particulier, dit-il en les conduisant à la bibliothèque de l'Estancia. Dans un vieux coffre-fort, il sortit un document bilingue daté de 1875. Antoine léguait la moitié de sa fortune à ses descendants directs et l'autre moitié à tous les descendants d'Édouard et de Charles, à condition qu'un jour ils se réunissent pour honorer sa mémoire et poursuivre sa mission éducative. La fortune, amassée sur un siècle et demi, était considérable, mais comme pour l'héritage de Charles, l'argent n'était pas le principal objectif. Une lettre émouvante était jointe. Mes chers frères Édouard et Charles, si nos descendants lisent ces lignes, c'est que l'amour familial a triomphé de nos disputes passées. Je n'ai jamais cessé de vous aimer par-delà les océans. Puissent nos enfants faire mieux que nous et unir leurs efforts pour bâtir un monde meilleur. Victor pleura en lisant ces mots. Les 3 frères Moncler, séparés par l'orgueil et l'incompréhension, avaient tous nourri l'espoir d'une réconciliation posthume. Cette découverte a donné naissance à un nouveau projet audacieux, le réseau éducatif Moncler, reliant l'école d'Antoine en Argentine, les écoles soutenues par la Fondation en France et au Canada, et de nouveaux établissements à créer ailleurs. Nous allons réaliser le rêve d'Antoine, a annoncé Camille lors d'une conférence de presse à Buenos Aires. L'éducation honorera la mémoire des 3 frères et transmettra leurs valeurs aux générations futures. Le gouvernement argentin prolongea le séjour de la famille de 2 semaines afin que Victor puisse rencontrer tous ses nouveaux cousins. Il découvrit une famille nombreuse et unie, fière de ses racines françaises et pourtant pleinement intégrée à la culture argentine. Certains descendants étaient devenus des personnalités importantes, un ambassadeur, un célèbre danseur de tango, un écrivain réputé, ainsi que plusieurs médecins et professeurs, tous animés par l'idéalisme d'Antoine. Antoine serait fier de ce que sont devenus ses descendants, a déclaré Victor lors du grand dîner d'adieu à l'Estancia. De retour en France, Victor s'investit pleinement dans l'organisation du tout premier rassemblement mondial de la famille Moncler, prévu l'année suivante au château de Fontainebleau. Des invitations furent adressées à des familles de France, du Canada, d'Argentine, ainsi qu'à des branches récemment découvertes en Louisiane, en Belgique, en Australie et même au Japon, où l'un des descendants d'Antoine avait émigré au début du XXe siècle. Camille coordonna la logistique, Marie-Claire organisa l'exposition généalogique retraçant l'histoire de la famille, et Victor s'occupa de la communication. Ainsi, l'héritage de Moncler et le rêve des frères d'unité par l'éducation est entré dans un nouveau chapitre passionnant. Il s'est donné pour mission personnelle d'accueillir chaque membre de la famille et de financer le voyage de ceux qui n'en avaient pas les moyens. Ce rassemblement ne doit exclure personne, a-t-il insisté. Riche ou pauvre, célèbre ou inconnu, nous sommes égaux devant notre héritage commun. Enfin, le jour J arriva.
plus de 300 descendants des frères Moncler se réunirent dans les jardins ensoleillés du château de Fontainebleau, par une magnifique matinée de septembre. Malgré son âge avancé, Victor rayonnait de joie devant la multitude de visages qui s'offraient à lui, témoignage vivant de 15 années de recherche et de réconciliation. Les enfants se précipitaient entre les adultes, leur rire se mêlant à un chœur de français, d'anglais, d'espagnol et même de bribes de japonais. Pourtant, l'émotion était universelle, espoir, émerveillement et profond sentiment d'appartenance. La cérémonie d'ouverture eut lieu dans la cour d'honneur du château, où Victor, entouré de Camille, Marie-Claire, Isabelle, Canada, et Eduardo, Argentine, prononça un discours qui résonnerait dans la mémoire de la famille pendant des générations. « Mes chers cousins du monde entier », commença-t-il d'une voix ferme et pleine d'émotion, « nous sommes réunis aujourd'hui non seulement pour célébrer nos différences, mais surtout pour honorer ce qui nous unit. Nous sommes les héritiers de 3 hommes extraordinaires, Édouard, Charles et Antoine, qui ont osé quitter leur patrie pour poursuivre leurs convictions. Ils nous ont légué plus que la fortune, ils nous ont transmis des valeurs de courage, de justice et de générosité qui nous unissent comme une seule famille, au-delà des frontières et du temps. » L'exposition généalogique préparée par Marie-Claire fut un triomphe. D'imposants panneaux retraçaient l'histoire de chaque branche, ornés de photographies, de documents et de témoignages touchants. Les visiteurs s'émerveillaient devant des cousins disparus depuis longtemps, reconstituaient les chapitres manquants de leur histoire personnelle et murmuraient avec émerveillement, « C'est magique », comme l'a avoué une arrière-arrière-petite-fille de Charles, originaire de Vancouver. Maintenant, je comprends d'où viennent nos traits familiaux. Le point culminant des retrouvailles fut la signature de la charte de la famille Moncler. Élaborée collectivement dans les mois précédant ce jour, cette charte engageait chaque branche de la famille à défendre les idéaux d'éducation, de justice sociale et de réconciliation des frères fondateurs. Nous, descendants d'Édouard, Charles et Antoine Moncler, proclamait le document, nous engageons solennellement à transmettre à nos enfants et petits-enfants l'amour de la famille, le respect de nos différences et la conviction que l'éducation est la clé d'un monde meilleur. Ce soir-là, le grand bal dans les salons du château réunit tout le monde sur la piste de danse. 3 orchestres français, canadiens et argentins se relayèrent, emplissant les salles des rythmes de leur pays d'origine. Victor, imperturbable face à son âge, ouvrit le bal en invitant Camille à une valse sur « La Môme ». « Merci », murmura-t-il, « rien de tout cela n'aurait été possible sans toi, tu as été l'ange gardien de notre famille. » Émue aux larmes, Camille répondit, « C'est grâce à toi que tout cela est possible. En ouvrant ton cœur, tu nous as appris que l'amour peut déplacer des montagnes. » 2 ans plus tard, Victor Moncler s'éteignit paisiblement dans son sommeil, entouré de sa famille élargie qu'il avait réunie. À 90 ans, il quitta ce monde sereinement, confiant que son héritage était entre de bonnes mains. Les funérailles furent grandioses, auxquelles assistèrent des représentants de toutes les branches de la famille. Alors que le cortège passait devant le petit café chez Marie là où tout avait commencé, une minute de silence fut observée devant l'établissement qui avait changé à jamais le destin de leur famille. Victor repose dans le caveau familial des Moncler, au cimetière du Père-Lachaise, aux côtés de ses parents. Sa pierre tombale porte une inscription simple mais poignante. Victor Moncler. 1965-2045. Homme d'affaires devenu homme de cœur, qui a prouvé qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver sa famille et ses valeurs. Son véritable monument, cependant, est la fondation qui porte son nom et celui de ses ancêtres, poursuivant leur œuvre pour l'éducation et la justice sociale dans le monde entier. Sous la direction des héritiers spirituels de Victor, l'entreprise Moncler a prospéré, toujours soucieuse de sa mission humaniste. Le jeune Charles, aujourd'hui âgé de 25 ans, a travaillé aux côtés de sa mère pour préparer la prochaine génération de dirigeants familiaux. Grand-père Victor nous observe, disait-il, et nous devons être à la hauteur de son héritage. Marie-Claire, alors nonagénaire, a poursuivi ses recherches généalogiques avec l'aide de ses petits-enfants férus de technologie. Elle a publié plusieurs ouvrages sur les racines françaises de la famille Moncler. Tant que j'aurai du souffle, a-t-elle déclaré, je continuerai à rechercher nos cousins disparus, dispersés à travers le monde. Notre famille est comme un puzzle géant, et il reste encore des pièces à découvrir. 15 ans après cette rencontre fortuite dans un café parisien, l'histoire de Moncler continue de se dérouler. Le réseau éducatif Moncler regroupe aujourd'hui 27 écoles réparties dans 12 pays, et la fondation Édouard et Charles Moncler a aidé plus de 100 000 familles dans le besoin. Cette réunion familiale mondiale biennale attire désormais plus d'1 millier de descendants de tous les continents. Ce récit extraordinaire nous rappelle que les plus grands miracles naissent souvent des plus simples rencontres. Une serveuse qui reconnaît une bague,
quelques mots échangés dans un modeste café, et soudain, une saga familiale se dévoile au-delà de l'imaginable. Elle nous apprend que nous ne sommes jamais vraiment seuls, quelque part dans le monde, des gens partagent notre histoire et nos racines. Il suffit d'un cœur attentif et d'un esprit ouvert pour découvrir les trésors cachés de la vie. Chez Marie se dresse toujours rue de la Huchette, son entrée marquée par une plaque dorée relatant l'histoire complète de la réconciliation de Montclair. Chaque jour, des centaines de visiteurs s'y arrêtent, attirés par cette légende moderne qui montre comment la famille et l'amour peuvent tout vaincre. Parfois, au milieu du tintement des tasses à café, on entend encore l'écho de ces mots magiques qui ont tout changé. « Bonjour, monsieur, ma mère a une bague comme la vôtre. » Si cette histoire vous a touché et inspiré, n'oubliez pas de laisser un « j'aime » pour célébrer le pouvoir de l'amour familial et de la réconciliation. Dites-moi dans les commentaires, cela vous donne-t-il envie d'explorer vos propres racines? Croyez-vous, comme Victor, qu'il n'est jamais trop tard pour changer et redécouvrir ce qui compte vraiment dans la vie?